Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News, voici les titres de l'actualité. Appel à la mobilisation nationale en Éthiopie, Abiy Ahmed, le Premier ministre, appelle les civils à intégrer les rangs de l'armée face à la progression des rebelles tigréens sur plusieurs fronts. En Afrique, le secteur postal envisage de renouveler son activité. Pour ce faire, le secteur mise sur le numérique. Et puis, découverte en Guinée d'un nouveau virus. 2 mois après la fin déclarée d'Ebola dans le pays, le virus Marburg constitue une menace nationale. Mais d'abord, le Soudan signe un accord de coopération avec la CPI, un accord signé ce jeudi 12 août qui prévoit l'ouverture à Khartoum, la capitale, d'un bureau de la CPI. Il permettra de préparer notamment le jugement de l'ancien président Omar el-Béchir, jugé pour génocide dans le conflit du Darfour, ainsi que de recueillir des preuves supplémentaires sur place afin de constituer un dossier solide. En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé les civils à intégrer les rangs de l'armée pour affronter les forces tigréennes. Les combats ont débuté en novembre dernier après l'envoi de l'armée fédérale dans la zone. Les forces tigréennes ont poursuivi leur offensive vers les régions voisines. Joël Ballot. Au vu de l'avancée des rebelles du Tigré en Éthiopie, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed lance un appel à la mobilisation générale. Celle-ci consiste à déployer la capacité totale de défense de l'État si les ouvertures humanitaires pour une résolution pacifique du conflit restent sans réciprocité. Aujourd'hui, Abiy Ahmed joue la carte nationale à travers un patriotisme en tant que tel. Il est tout à fait convaincu qu'une médiation internationale, une aide internationale à travers l'appel à des forces armées ou à des troupes, cet appel sera une fin de non-recevoir. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle aujourd'hui il est obligé d'opter pour la carte nationaliste en tant que telle. Car le Tigré, à travers ses officiers et même sa branche politique, reste un passif très amer. La guerre qui se déroule au Tigré depuis presque 9 mois a récemment débordé sur les régions voisines, détruisant la force de frappe de l'armée nationale. Le gouvernement éthiopien est désormais forcé à militariser rapidement une partie de la société. C'est pourquoi Abiy Ahmed exhorte ses jeunes compatriotes à s'enrôler pour aller combattre les forces rebelles du Tigré dans le nord du pays. On comprend mieux l'appel d'Abiy Ahmed au peuple éthiopien dans un contexte où les radicalités entre acteurs au conflit se font profondes, ce qui pourrait plonger l'Éthiopie dans une guerre tribale généralisée au sein de la Corne de l'Afrique. Le cap décisif de la crise ayant été franchi, on s'acheminerait vers une guerre civile générale, puisqu'on envoie les groupes régionaux venir combattre le TPLF et non plus seulement les forces fédérales. L'armée éthiopienne a subi d'importants dégâts depuis le début de cette guerre. Aujourd'hui, recruter des volontaires demeure nécessaire pour enrayer l'avancée des rebelles. À Djibouti, le calme est revenu après des heurts ce 1er août opposant des jeunes issus des communautés Afar et Issa, des affrontements intercommunautaires qui restent rares dans le pays. Les précisions avec Kamesh Katapoulé. Le calme après des heurts. À Djibouti, l'heure est à l'apaisement après les violences du début du mois d'août. Le 1er du mois, au moins 3 personnes ont trouvé la mort dans des heurts qui ont opposé des jeunes issus des communautés Issa et Afar. Des incidents considérés comme rares. Le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouhassan, avait alors évoqué des événements d'une ampleur nouvelle. Je voudrais tout d'abord exprimer toutes mes condoléances aux familles et à leurs proches qui sont aujourd'hui dans la douleur en raison des êtres qu'elles viennent de perdre et que la conscience collective condamne bien évidemment. Bien que les faits exceptionnels qui se sont déroulés à Djibouti sont contraires à notre perception de valeurs communes, il nous appartient aussi, il faut le dire, d'apprécier l'irresponsabilité de certains pyromanes de l'opposition et autres qui tiennent à spéculer sur la mort de nos compatriotes. Malheureusement, une telle jouissance leur incombe indéniablement car être responsable politique suppose avant tout, me semble-t-il, de rassembler les Djiboutiens, notamment dans de telles circonstances, et non les diviser. Si les violences de ce type sont rares dans ce pays de la Corne de l'Afrique, le risque d'un regain de tension est bien réel. Et pour cause, la situation au Tigré reste tendue. Et le conflit semble actuellement s'étendre à la région éthiopienne de l'Afar, où les membres de l'ethnie du même nom y sont majoritaires. Une région frontalière à Djibouti, où vivent également les communautés Afar et Issa. Mais le pouvoir djiboutien se veut rassurant. Mais aujourd'hui, et je l'affirme,
les projets expansionnistes qui consistent à ébranler la République et notre coexistence a échoué. Et grâce en tout premier lieu à la vigilance certaine du président de la République et à l'intelligence aussi des Djiboutiens, sans omettre bien sûr, et sous l'impulsion du chef de l'État, les travaux considérables de nos forces de l'ordre qui ont protégé tous nos concitoyens et sécurisé la République dans l'objectif de continuer à garantir l'état de droit dans une telle épreuve. Il faut rappeler également qu'aujourd'hui, le chef de l'État n'épargne aucun effort et qu'à travers le gouvernement, il met tout en œuvre pour non seulement continuer à fédérer les Djiboutiens, mais surtout à assister, à accompagner, à aider sur tous les plans tous nos compatriotes victimes de la folie d'une minorité. Face à ce risque d'embrasement, le président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh a prôné l'unité à l'occasion de ce nouvel an musulman. Le chef de l'État a appelé au développement du pays sous le signe de la cohésion et de la concorde nationale. En Afrique, la Poste envisage de numériser ses services aux citoyens, un moyen pour le secteur postal de renouveler son activité. La question a été abordée lors du 27e congrès de l'Union postale universelle qui se tient à Abidjan en Côte d'Ivoire. Philomentine. L'Afrique accueille actuellement le rendez-vous mondial des opérateurs postaux avec le 27e congrès de l'Union postale universelle à Abidjan en Côte d'Ivoire. À travers sa stratégie mondiale, la Poste envisage de devenir un centre d'intérêt pour les populations. Toutefois, cet opérateur chargé de l'acheminement et de la distribution du courrier ainsi que des opérations bancaires doit nécessairement mettre en place de nouveaux services financiers digitaux pour les populations avec la montée en puissance du numérique, notamment en Afrique. À partir du moment où l'écosystème a changé, on est obligé de nous réadapter ou de nous mettre à diapason. Déjà, le manuel doit être abandonné pour que le digital prenne la place. Le manuel parce que le client est devenu exigeant. Donc les questions de célérité et de rapidité sont les maîtres mots parce que la nouvelle promesse client, c'est de faire en sorte que le client puisse recevoir en temps réel ou à période bien définie le colis ou le paquet qu'il a commandé, mais aussi de lui donner la possibilité d'avoir des multi-points de service. Une des missions de la Poste, c'est d'être le lien social entre les citoyens et le gouvernement. C'est dans cette dynamique que la Poste Côte d'Ivoire a mis en place une plateforme numérique qui permet aux populations de se fournir des documents administratifs à travers le web. Il faut que la Poste soit capable de se redéfinir comme un point de prestation de services aux citoyens. En Côte d'Ivoire, nous avons lancé dernièrement une solution qui s'appelle document.ci, qui est un site web qui permet aux Ivoiriens de commander en ligne des extraits de naissance, des certificats de nationalité, des casiers judiciaires et des documents administratifs, de payer en ligne et de se faire livrer soit à un bureau de poste, soit à domicile. La Poste est en train d'accélérer le processus de digitalisation de son opérateur postal. La Poste Côte d'Ivoire, elle, ambitionne de devenir un élément principal dans le développement socio-économique du pays. Et dans l'actualité également, au Cameroun, la nouvelle campagne cacaoyère a été lancée le 10 août. États-Unis et Mexique sont à nouveau dans la liste des pays d'exportation de la fève camerounaise après un an d'absence. La Hollande conserve quant à elle sa place de première destination de cacao exporté par le Cameroun. C'est ce que révèle l'Office national du cacao et du café. La fève de cacao du Cameroun présenterait des avantages en matière de production du chocolat. En Guinée, un premier cas du virus de Marburg a été détecté, et ce alors que l'épidémie d'Ebola a pris fin dans le pays il y a 2 mois. La maladie virulente provoque une fièvre hémorragique. La menace serait élevée au niveau national selon l'OMS. Samantha Sabero. Un premier cas de virus de Marburg a été détecté en Guinée le lundi 9 août 2021. Les premiers cas de la fièvre hémorragique de Marburg ont été déclarés dans la préfecture de Kékédou, au sud du pays. Les autorités sanitaires guinéennes ont informé que l'apparition de ce virus est une première en Guinée et en Afrique de l'Ouest. Il faudra savoir que les frontières en Afrique sont très poreuses. Et la facilité de contact entre les humains sont très rapides. Et n'oublions pas que, surtout dans cette zone où on a détecté le cas, c'est dans une zone forestière où se trouvent les chauves-souris. La maladie à virus de Marburg se transmet à l'homme par les chauves-souris frugivores et se propage maintenant dans l'espèce humaine par contact direct avec les fluides corporels des personnes infectées ou avec les surfaces et les matériaux. Le virus Marburg porte le nom de Marbourg, la ville allemande où il est apparu en Europe pour la première fois en 1967.
Cette maladie se transmet à l'homme par les chauves-souris et se propage dans l'espace humain par contact direct avec les fluides corporels des personnes infectées ou avec les surfaces et les matériaux. La maladie commence de façon soudaine avec une forte fièvre, des céphalées intenses et un éventuel malaise. Effectivement, il faudra s'inquiéter de l'apparition de la fièvre de Marburg du côté de la Guinée. Mais sachant quand même que lors de la découverte de ce cas, le gouvernement de la Guinée a lancé un communiqué et a entraîné directement une investigation qui a entraîné beaucoup de manifestations et beaucoup d'activités comme la surveillance des cas, le track des cas contacts, la surveillance frontalière et tout ça pour permettre de lutter efficacement contre la propagation de ce virus et limiter les dégâts. Donc je me dis, avec l'augmentation des connaissances en épidémiologie en Afrique et beaucoup plus avec l'accompagnement des bailleurs de fonds et en même temps des ONG, on pourra quand même contenir ce virus comme on a pu le contenir dans les autres pays. Pour l'heure, l'exécutif guinéen a annoncé l'ouverture d'une enquête et s'emploie déjà à intensifier les interventions d'urgence. L'OMS a déployé une équipe de 10 experts épidémiologistes et socio-anthropologues. En l'absence de vaccins approuvés, l'OMS préconise la réhydratation par voie orale et le traitement des symptômes spécifiques. Le taux de létalité est globalement évalué dans une fourchette de 23 à 90 degrés à en croire les experts. Les espaces protégés de l'Afrique centrale sont de plus en plus vastes. Leur superficie a doublé en 20 ans, atteignant près de 800 000 km² actuellement. Des efforts salués par la Commission des forêts d'Afrique centrale, mais des améliorations dans la gestion des aires protégées sont encore possibles. Nathalie Mo. Le couvert végétal de l'Afrique centrale est au vert. La Commission des forêts d'Afrique centrale, la COMIFAC, a indiqué que les surfaces protégées de la sous-région ont augmenté en termes de superficie. Ainsi, les aires protégées représentent actuellement près de 800 000 km², soit environ 15% des territoires terrestres. Ce rapport a été une volonté des États de pouvoir évoluer vers la prise en compte de la conservation, de la gestion durable des aires protégées. C'est un rapport qui donne des éléments de prise de décision aux décideurs. En Afrique centrale, les aires protégées ont doublé en nombre et en taille depuis 20 ans. C'est la traduction d'un engagement de plus en plus croissant des États de l'Afrique centrale en faveur de la conservation de la biodiversité. Les actions sont saluées par la COMIFAC, mais des améliorations sont nécessaires. Aujourd'hui, on a autour de 200 aires protégées avec une superficie de 800 000 hectares. C'est impressionnant, mais ça traduit également effectivement la volonté des États à s'engager pour la conservation et de pouvoir conserver effectivement l'environnement. Les espaces protégés d'Afrique centrale sont principalement menacés par l'exploitation pétrolière et minière. Des chiffres de l'Observatoire des forêts de l'Afrique centrale révèlent que 50% des surfaces protégées sont déjà destinées à l'exploitation pétrolière et 10% à l'exploitation minière. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.